moi, je suis Solène Gardin, donc je travaille à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers sur le secteur du Nord-Manche, hein. Je suis coordonnatrice et donc je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur les matinées info métiers sur les métiers du social. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter la filière et les métiers qui la composent. Donc, on va faire avec les personnes qui sont présentes un focus sur certains métiers. Donc, je vais partager mon écran et chaque personne se présentera euh, au fur et à mesure. Donc, en première partie, donc, je vais juste vous rappeler deux définitions, la différence entre entreprise et secteur d'activité. Donc, ça va prendre 2 minutes. Après, donc, j'ai Madame Griset et Madame Marie de l'Opco Santé qui sont là, qui vont vous présenter le secteur des métiers du social. Donc, je vais leur donner la main dans 2 minutes et elles se présenteront. Puis, il y a Madame Rachinel que vous voyez aussi, qui va, elle, intervenir, nous témoigner sur son métier, son parcours, et qui va nous faire le focus aussi sur 3 métiers, le sien et deux autres. Enfin, il y en a un, ouais, c'était son ancien métier. Et puis en dernière partie, je vais vous faire une petite présentation de la plateforme Destination Métier et comment vous pouvez l'utiliser. Et puis nous finirons par vos questions et donc nous essaierons de répondre à vos questions. Donc il ne faut pas hésiter donc à indiquer les questions que vous pouvez avoir ou que les jeunes peuvent se poser au fur et à mesure de ce webinaire dans le chat. Donc soit vous les notez et puis on vous donne la parole à la fin, soit vous les indiquez dans le fil de discussion et on y reviendra à la fin. Mais pour plus de fluidité, on répondra à toutes les questions à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez une question, à les indiquer. Voilà pour la présentation. Donc, juste en 2 minutes, une entreprise, qu'est-ce qu'une entreprise? Donc, une entreprise, c'est une structure hein, qui peut prendre différentes formes. Donc, ça peut être une entreprise privée ou une entreprise publique. Ça peut être une association, une administration, une collectivité. Donc, ça peut prendre différentes formes. Et un secteur d'activité, hein, on appelle ça aussi un secteur professionnel, ça regroupe du coup un ensemble de structures, qui peuvent être des associations, etc., et des métiers. Donc, ça va regrouper un ensemble de métiers qui vont produire une activité dans le même domaine. Donc là, aujourd'hui, on est sur les métiers du social, mais on peut très bien avoir le secteur du bâtiment, du numérique, etc. Alors, je ne sais pas, donc là, je vous pose la question, est-ce que vous êtes capable, vous, de citer 5 métiers dans le secteur du social? Donc, c'est peut-être un exercice que vous devez essayer de faire, hein, de vous dire, voilà, qu'est-ce que je connais comme métier dans le social? Et puis après, comme ça, on va voir par rapport aux métiers présentés si vous les connaissiez ou si vous posez des questions sur certains métiers que vous pensez qui appartenir à ce domaine. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Mesdames Griset et Mesdames Marie. Je vais les laisser se présenter et puis je vais leur laisser faire leur présentation. Allez, vas-y, Madame Marie. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Véronique Marie. Je suis conseillère emploi-formation au sein de l'Opco Santé. Une conseillère, en fait, ça sert à accompagner les entreprises sur tout ce qui tourne autour de l'emploi. En tout cas, c'est la mission d'une conseillère au sein de l'Opco Santé. Et donc, Christine Griset, je suis chargée de projets territoriaux à l'Opco Santé également. Et donc, comme disait Véronique, on accompagne alors les entreprises ou les établissements du secteur social dans leurs projets d'emploi et de formation. Donc c'est ce qu'on vous disait tout de suite. On intervient donc l'Opco Santé intervient sur la partie santé et sociale. Aujourd'hui, on va faire un focus plutôt sur les métiers du social, mais il y aura un webinaire la semaine prochaine pour ceux qui seraient intéressés sur le secteur de la santé, que je ne dise pas de bêtises. C'est mercredi 19 où on abordera cette fois les métiers de la santé. Et en termes de public, Véronique, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus. Oui, tout à fait. Alors, en fait, les établissements qui relèvent du secteur du social sont des établissements qui accompagnent les personnes tout au long de leur vie. Ça démarre avec les enfants,
très jeunes, hein, jusqu'à la personne âgée, en passant par des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, c'est vraiment des établissements ou un secteur qui couvre toute la vie de la personne au sens large. Alors juste, pour resituer peut-être un petit peu les choses aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'aujourd'hui sur les secteurs santé et social, sur la Normandie, on accompagne nous en termes de besoins d'emploi et de formation, à peu près 50 000 salariés et 1 000 établissements. Voilà, pour situer les choses. Alors, au niveau des métiers. Voilà. Donc là, en fait, on vous a fait une petite présentation des métiers qui relèvent du social. Tout à l'heure, Solène a demandé si vous étiez en capacité d'en citer au moins 5. Là, on vous en a mis un petit peu plus. On ne va pas rentrer dans le détail puisque vous verrez qu'à la fin de la présentation, on vous a mis un lien vers un site qui s'appelle Diplômés de la vie, qui va vous présenter l'intégralité des métiers qui relèvent du secteur social de manière un petit peu plus détaillée. Là, ce qu'on vous a mis, ce sont les métiers les plus représentatifs du secteur social. On vous a mis également là les endroits où peuvent être exercés ces métiers. Ça, je pense que c'est important. Ce sont des établissements, donc des entreprises, qui sont, elles, peu connues finalement, hein. Donc, tout ce qui va relever du travail des personnes en situation de handicap, des maisons d'enfants, par exemple, ce sont des enfants qui ont été retirés à leurs parents pour des raisons X ou Y, hein. Voilà. Les IME, c'est plutôt une école à destination des enfants en situation de handicap, mais un handicap qui ne permet pas de suivre une scolarité en milieu ordinaire. Voilà. Vous avez énormément d'établissements et beaucoup, beaucoup de métiers. Là, ce n'est que quelques éléments d'information. C'est ça qu'on voulait vous montrer à travers cette diapo. C'est vraiment la diversité des métiers et la diversité des établissements, des endroits, des entreprises dans lesquelles on peut exercer un métier du social. Alors, ce qu'on disait, en termes de représentation métier, on va faire un petit focus avec Madame Rachinel tout à l'heure sur les métiers accompagnants éducatifs et social et sur éducateurs spécialisés. Donc, ce sont les deux principaux métiers qui sont exercés aujourd'hui au niveau du secteur social. Voilà, c'était juste pour faire un petit focus et vous montrer la représentation des métiers au niveau du secteur. Et on va y revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, au niveau des métiers, c'est ce qu'on vous disait, il y a une diversité de métiers, il y a une diversité d'établissements où exercer les métiers, mais il y a aussi une grande diversité d'accès aux métiers. Ce qu'on souhaitait vous mettre en avant par rapport au métier du social ici, c'est que vous avez des métiers qui sont accessibles directement après la 3e, comme accompagnant éducatif et social, surveillant de nuit ou maître de maison, maîtresse de maison, et des métiers aussi accessibles avec un niveau un peu plus élevé, avec un accès avec le bac. Des durées de formation qui sont très variables, 1 an, 2 ans, 3 ans pour les diplômes d'État. Ça, c'est important aussi à noter dans le secteur du social, comme le secteur de la santé d'ailleurs, c'est que certains métiers nécessitent de passer des diplômes d'État. Donc, c'est-à-dire que ce sont des diplômes qui sont reconnus par l'État et si vous n'avez pas ce diplôme, il n'est pas possible d'exercer dans les secteurs de la santé ou du social. Donc, ce sont des diplômes obligatoires en fait pour exercer dans les secteurs santé sociale. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est parfait, c'était très clair. C'est parfait. Juste une petite... En fait, les métiers se découpent. Donc, on a les métiers du soin qui représentent 45% des métiers qui sont exercés en santé et en social. L'éducatif et social, 27%. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse, on va dire, plus particulièrement aujourd'hui. Mais aussi, on a aussi des besoins. Les secteurs de la santé et du social ont aussi besoin de main-d'œuvre, de force vive pour les fonctions support. Voilà, juste pour répartir un petit peu les besoins et de voir quels sont situés les besoins, sachant qu'on a quand même des gros besoins en social, pardon.
Peut-être les fonctions support repréciser, parce que peut-être pour les jeunes, ça parle pas forcément des Ouais, exemples de métiers des vous fonctions avez raison. support. Alors, En métier support, vous avez des métiers comme gestionnaire de paye, comptable, secrétaire médical, personnel d'accueil, mais pas que, agent d'entretien. Vous avez également des personnes qui sont en charge de l'entretien des espaces verts, par exemple, puisque les établissements sont quand même des établissements assez grands. Voilà, des personnes qui vont être en charge de l'entretien. Alors, c'est l'homme à tout faire, hein, donc qui va faire un petit peu de plomberie, un peu d'électricité, voilà, pour pouvoir dépanner la voilà, cuisine. la cuisine, bien évidemment, hein, puisque bah, dans les établissements, les personnes sont non seulement accompagnées, mais ils vivent, hein. Donc, vivent tout au long de leur vie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, l'établissement est bien leur maison. Donc, ben, il faut faire à manger, effectivement, il faut nourrir les personnes. Donc, vous avez ce type de métier en fonction support. Et donc, vraiment, on voulait vous faire une synthèse de ce qu'il faut retenir sur ces métiers-là. On a des métiers qui sont des métiers de proximité. Ça veut dire qu'on aura toujours besoin d'avoir des personnes qui prennent soin des autres en proximité. Il est inconcevable qu'on ait voilà, un centre à 200 km des familles, par exemple, pour accueillir leurs enfants ou une personne âgée. Donc, vous pouvez travailler en proximité. Ce sont des métiers qui recrutent, ça, bien évidemment. Et point fort, des métiers qui recrutent en CDI la plupart du temps, donc à 80, je crois que c'est 80%, et sur des temps pleins. Donc ça veut dire que si vous souhaitez travailler à temps complet, il n'y a pas de souci, vous pouvez travailler à temps complet. Ce sont des métiers qui ont du sens, bien évidemment, puisqu'on prend soin des personnes. On les accompagne au quotidien, donc s'il y a un véritable intérêt, en tout cas, dans le sens qu'on donne au métier. Et ce sont des métiers qui sont utiles, vraiment utiles au quotidien. Je te laisse compléter. Oui, l'avantage également de ces métiers-là, hein, c'est non seulement, alors ce sont des métiers de proximité, mais ce sont aussi des métiers qui sont accessibles sur toute la France. C'est-à-dire que, quel que soit, à partir du moment où vous êtes titulaire du diplôme, quel que soit l'endroit où vous résidez, si demain vous déménagez pour suivre votre compagne ou autre, ou juste envie de soleil, aucun problème. Vous êtes sûr d'avoir un établissement ou une association qui va recruter sur votre diplôme. Voilà. Et ça, c'est quand même un point fort, c'est pas le cas pour tout. Ce sont quand même des emplois non délocalisables, c'est-à-dire que vous êtes sûr que demain, il y aura encore des établissements hein, qui vont accompagner les personnes en situation de handicap ou autre en France. C'est-à-dire que on ne va pas envoyer les personnes en situation de handicap à l'étranger pour les accompagner. Ça, c'est inconcevable. C'est pas possible. Voilà, clairement, hein. Tous les métiers aujourd'hui du social sont accessibles également par l'apprentissage. C'est un des points forts, je trouve, des métiers, puisque ça peut être aussi une manière d'aborder les études. Certains enfants, enfin certains jeunes, préfèrent effectivement passer par la voie de l'apprentissage. Un autre avantage, c'est également, vous êtes sûr d'avoir également une école à proximité de votre lieu d'habitation. Ça, c'est pareil, hein, ça peut être quelque chose d'important. Vous n'êtes pas obligé de partir loin. Vous pouvez si vous le souhaitez, pas de souci, mais vous n'êtes pas forcément obligé de partir loin pour vous former. Donc voilà. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'important. Et ce sont des métiers qui permettent d'évoluer. Et oui. En termes, donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a une diversité de métiers, il y a une possibilité d'évolution en termes de salaire, parce que si vous changez de métier, vous pouvez aussi évoluer en termes de salaire ou en termes de responsabilité. Il y a plein de possibilités d'évolution, mais je crois que Madame Rachinel va nous en parler dans pas longtemps. Ouais. Et bien, dès maintenant, d'ailleurs. Dès maintenant, exactement. Juste ce que disait Véronique tout de suite, on vous a mis pour voilà, que vous ayez le temps d'aller consulter aussi deux liens, je vais y arriver. Diplômés de la vie qui vont vous permettre de retrouver tous les métiers secteur santé et social, et aussi un accès YouTube avec des vidéos sur les différents métiers et sur les différents établissements. Donc comme ça, en complément de ce matin, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à vous connecter. Et je crois que la parole est à Merci.
Rachinel. Merci mesdames, tout à fait. Merci mesdames pour votre intervention et je vais passer la main à Madame Rachinel, ambassadrice métier, qui va se présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Françoise Rachinel. Je suis donc, c'est marqué, directrice adjointe du pôle adulte de l'association APAEIA. Je vous ai mis le site de l'association pour, si vous avez un peu de, si vous êtes curieux et que vous avez envie de voir un petit peu ce qu'il en retourne, en tout cas du projet associatif. Juste vous dire que c'est une association de parents. Donc, en fait, ce sont des bénévoles, des parents et amis d'enfants et d'adultes en situation de handicap. Le A à la fin, c'est parce qu'on est sur Avranches. Et ce sont des parents qui gèrent cette association. Donc, eux sont bénévoles et gèrent de l'argent public, en fait, qui nous est donné ou par l'État ou par le département pour faire fonctionner des établissements. Donc, je vais vous présenter sur la slide d'après. En tout cas, les 3 établissements où moi je suis donc directrice adjointe du pôle adulte. C'est 3 établissements différents, un foyer de vie. Donc là, c'est vraiment là où je suis, là, à mon bureau, sur le premier. Et foyer de vie, ça. Tout à l'heure, on vous parlait des ESAT, donc des établissements où les personnes en situation de handicap peuvent travailler et ont vraiment un statut de travailleur. Et en foyer de vie, on est plus sur des activités occupationnelles. C'est-à-dire que ce sont des personnes en situation de handicap, des adultes, mais qui n'ont pas suffisamment de compétences, en tout cas pour tenir un poste de travail et être rentable, parce que quand on travaille, il faut être rentable. Donc, nous, on accueille sur le foyer de vie 53 personnes, adultes, avec déficience intellectuelle et autres troubles associés. L'association gère un autre établissement pour adultes, un EAM. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de sigles dans nos métiers, beaucoup de diminutifs. Là, c'est assez impressionnant. Puis, on en change souvent, on a envie des fois, on change comme ça. Donc, l'EAM, c'est un établissement d'accueil médicalisé. Et là, on accueille 16 personnes autistes, avec un trouble du spectre de l'autisme. La différence entre le foyer de vie et le foyer d'accueil médicalisé, dès que c'est médicalisé, c'est qu'on a autant de professionnels de l'éducatif que de professionnels du soin. Donc ça, vous aurez un autre webinaire sur les métiers du soin comme aides-soignants, enfin voilà, les psychomotriciens, les ergos, enfin tout ça, c'est un petit peu plus médical et paramédical. Donc là, l'EAM, vous voyez, le foyer de vie, c'est depuis 1990 qu'il est ouvert. L'EAM, c'est 2010. Et en 2017, on a ouvert un autre établissement médicalisé qui accueille 12 adultes avec déficience intellectuelle, mais qui en plus subissent le vieillissement, comme tout le monde, et 12 résidents avec un handicap psychique. Donc ça veut dire qu'on a 3 publics différents, l'autisme, la déficience intellectuelle, le handicap psychique. Donc moi, je voulais déjà vous présenter, vous avez vu que dans le métier du social, on trouve énormément d'AES. On les appelle comme ça, ils se sont appelés AMP, puis maintenant c'est AES, voilà. Donc là, on en trouve vraiment, vraiment beaucoup dans nos établissements, parce que c'est un métier effectivement très orienté vers l'accompagnement des personnes vulnérables. Donc, on va retrouver des AES autant dans le secteur du handicap, bien sûr, dans le secteur du grand âge, de la dépendance, en EHPAD, et du handicap, que ce soit auprès d'enfants ou d'adultes, mais vraiment auprès d'adultes en situation de handicap, c'est la majorité de nos postes, en tout cas, dans le secteur adulte. Les qualités, on m'a demandé un petit peu les qualités qu'il fallait développer pour ces métiers-là. Et moi, c'est ceux que je vais aller un petit peu interroger quand j'embauche des gens, quand on recrute, parce qu'ils sont importants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas AES, ça se fait pas au talent. Vous voyez, c'est un métier. On demande à acquérir des compétences. Alors on peut, et c'est mieux d'en avoir déjà naturellement. Alors, on peut en développer, mais déjà pour s'orienter vers ce métier-là, il faut s'interroger si on a ces qualités-là, qui vont être la patience et la tolérance, parce que bien sûr, en premier, vous allez vous occuper de personnes qui sont en difficulté, parce que si elles n'avaient pas de problème, vous ne seriez pas là, elles n'auraient pas besoin de vous. Donc, il va falloir énormément de patience, de la tolérance pour la différence, bien sûr, des personnes, mais de la patience aussi, parce que vous serez certainement amené à faire et à répéter la même chose plusieurs fois. Voilà. Beaucoup d'observations, parce que souvent, les personnes sont non-verbales, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à communiquer verbalement. Et donc, ça va être beaucoup le langage non-verbal qui va être mis en avant pour pouvoir non seulement communiquer avec elles, mais aussi comprendre leurs besoins et comment on peut les aider.
De l'écoute, et ça s'apprend. Alors, c'est bien déjà de savoir écouter, de respecter les silences aussi déjà dans sa vie de tous les jours, parce que les silences, ils en disent beaucoup, mais c'est plutôt de l'écoute active, vous voyez, c'est pas d'entendre les gens, c'est vraiment écouter leurs besoins. De l'empathie, bien sûr, puisque vous allez être avec des personnes en difficulté, qui ont besoin de vous, qui appellent à l'aide, bien souvent, hein, qui ont vraiment besoin de vous. L'empathie, c'est vraiment la capacité de comprendre les émotions de l'autre. Alors, je ne dirais pas forcément de les vivre autant qu'elles, parce que sinon, vous voyez, vous allez perdre beaucoup d'énergie, mais en tout cas de les comprendre et surtout de s'ajuster, hein, à leurs émotions. Et puis la résilience émotionnelle, parce que ça va venir, souvent ces métiers-là, ils viennent percuter aussi nos propres émotions à nous. Et il faut aussi être capable de prendre un petit peu de distance avec tout ça et de savoir se récupérer, parce que sinon, juste au bout de 2 ans au bout de 2 ans de pratique, vous allez être déjà cuit, quoi. Donc, il faudra aussi apprendre à comment on essaye de ne pas s'épuiser avec ses propres émotions. Une grande qualité dans ces métiers-là, c'est le respect, bien sûr, de la personne et la discrétion. Parce qu'on entre dans la vie des gens, on est énormément dans leur intimité, et donc on a vraiment un devoir de discrétion, et qui est souvent même inscrit dans nos contrats de travail. Il faut aussi s'organiser et s'adapter, bien sûr, puisque, en gros, moi je dis toujours, aux personnes que j'embauche, il vous faudra toujours un plan B dans la poche, voire un plan C, D, E, F, G, enfin voilà. C'est vraiment parce qu'on travaille avec de l'humain. Donc, l'humain, il est défaillant, quoi, d'emblée, hein. On pense qu'on va faire ça ce matin, là, avec telle personne, et puis ça ne se passe pas comme ça. Il y a de l'imprévu, et donc il faut savoir gérer les imprévus tout le temps. Et puis, bien sûr, un esprit d'équipe, parce qu'il y a peu de chances que vous fassiez ce métier-là en libéral. Donc, même s'il y en a, hein, bien sûr, hein, mais si vous avez envie de travailler dans le métier du social, le métier du social, forcément, il y a le travail d'équipe. C'est toute la richesse, je dirais, mais c'est aussi toute la difficulté, parce que c'est compliqué de travailler avec les autres, et c'est compliqué de s'ajuster avec une équipe. Donc, en tout cas, voilà, ces qualités-là, il faut déjà, si vous vous orientez vers ces métiers-là, il faut déjà que vous vous interrogiez, est-ce que j'ai un peu ce profil-là? Parce que autant les compétences, après, vous allez les développer à l'école en apprenant votre métier. Mais ça, je dirais que c'est presque un peu des talents naturels, hein. Donc, il faut essayer de les avoir d'emblée. Les contraintes de ce métier-là, c'est souvent qu'il y a des horaires décalés, parce que bien sûr, vous venez aider les personnes dans leur quotidien, et souvent, ils ont besoin de nous, beaucoup. Voilà, ils ont besoin de nous, même s'ils travaillent, ils vont avoir besoin de vous le matin pour le lever, le repas du midi, le coucher. Donc, il y a des horaires décalés, ça, faut le savoir. Il y a des travails donc tôt le matin, tard le soir. Parfois, je vous ai mis, hein, souvent, nous, dans les équipes, les AES, elles prennent à 7 heures, elles peuvent finir à 20h, 20h30, 22h. Elles travaillent le week-end, voilà. Donc, si on est une petite équipe, il y a des risques qu'on travaille un week-end sur 2. Si on est dans une plus grande équipe, ça sera peut-être un week-end sur 3, un week-end sur 4. Mais de toute façon, les personnes, quand elles sont vulnérables, vous voyez bien, elles ne sont pas vulnérables du lundi à 9h au vendredi 16h30. C'est pas possible. Elles sont vulnérables tout le temps, malheureusement pour elles, hein. Elles aimeraient bien pouvoir être un petit peu en handicap, en CDD, mais elles sont handicapées en CDI, elles, les pauvres. On travaille les jours fériés aussi. On peut travailler en couple. On peut aussi avoir des amplitudes horaires importantes, c'est-à-dire travailler en 10 heures, 12 heures. Hein. Ça fait partie des contraintes de notre métier, mais c'est bien de le savoir au départ, parce que sinon, si on ne veut pas travailler le samedi, si on ne veut pas travailler le dimanche, si on ne veut pas travailler le matin, il ne faut pas aller vers ces métiers-là. Hein. Il faut autant faire le choix. Nous, nos établissements, ils sont ouverts 365 jours et 7 sur 365, et 7 jours sur 7, bien sûr. Hein. Donc, pour vous donner un exemple, la PAIA, elle accompagne 230 personnes à peu près, enfants et adultes, et on est à peu près 250 salariés, puisque c'est pas qu'on est du 1 pour 1 à chaque fois, mais comme c'est ouvert tout le temps, quand il y a une équipe au repos, il y en a une autre au travail. Les contraintes, je dirais aussi que c'est l'émotion et la charge mentale. Voilà. Et c'est vrai que parce que c'est des métiers qui demandent beaucoup d'énergie. Hein. S'occuper des autres, ça demande de l'énergie, et donc ça demande aussi d'être bien dans sa propre tête à soi et dans ses propres chaussures, voilà, d'être bien posé au sol. Et surtout, il faut savoir prendre soin de soi pour prendre soin des autres. C'est vraiment, je dirais, quand je vois des collègues qui sont depuis longtemps dans ce métier-là, parfois c'est ça, c'est qu'émotionnellement, elles peuvent être fatiguées, parce que c'est difficile de prendre de tous les jours, accompagner les personnes qui sont elles-mêmes en difficulté.
Une journée type de l'AES, eh ben, ça va être les activités en lien avec l'autonomie personnelle, hein, dès le matin, les levées, les toilettes, les repas, les soins, les accompagnements à des rendez-vous médicaux, par exemple. Ça va être des activités en lien avec l'autonomie résidentielle, domestique, familiale, ce qu'on veut dire, c'est-à-dire s'occuper de son lieu de vie, hein, faire des courses, peut-être se faire un petit peu à manger, faire son ménage, faire son linge. Voilà, c'est vraiment s'occuper de sa maison et de soi dans sa maison. Des activités en lien avec les relations sociales et les loisirs. Bien sûr, on accompagne toutes les personnes aux loisirs. C'est souvent, on peut les accompagner au restaurant, au cinéma, au club de sport. Enfin voilà, faire des activités en lien avec tout ça. Rencontrer leur famille, aussi rencontrer d'autres personnes, aller dans des clubs, dans des associations. Et puis de nouveau, le soir, les activités en lien avec l'autonomie personnelle, le repas, les toilettes et les couchers. Et Dieu sait que ces deux temps du lever et du coucher sont extrêmement importants pour la qualité de vie des personnes. C'est vraiment très, très important pour elles de faire ça. L'importance des transmissions écrites aussi, je vous l'ai mis, ça c'est important aussi, réussir à transmettre ce qu'on a fait pour l'équipe d'après, hein, pour faire le lien. J'ai mis l'image du couteau suisse parce que c'est souvent ce que mes collègues me disent, il faut être un couteau suisse pour pouvoir s'adapter à toutes les situations. Donc quand on a 20-30 ans d'ancienneté, on est un super couteau suisse, on a plein d'outils dans son couteau. Ça va très très vite, hein. Je suis trop bavarde, Véronique, vous me dites s'il faut que j'accélère. Je prends l'exemple de Véronique, alors qui n'est pas Madame Marie, hein, mais je dirais que c'est une AES qui a la bougeotte, c'est une de mes collègues vraiment que j'apprécie énormément. Elle a commencé à travailler au foyer de vie en 1990, vous imaginez, presque autant d'ancienneté que moi j'ai commencé en 89. Elle a été diplômée en d'AES en 92. Et après, elle a travaillé donc au foyer de vie d'Avranches pendant 10 ans. En 2010, ouverture du foyer pour autistes. Elle se dit, hop, j'y vais, j'ai envie d'aller essayer un nouveau public, je vais là-bas. Elle a travaillé avec moi pendant 7 ans là-bas. Après, ouverture d'un foyer d'une autre femme, hop, elle part au foyer. Et puis là, elle est revenue au foyer de vie, mais sur un autre lieu qu'Avranches, à Villedieu. Elle est en train de travailler sur un projet de vie de logement inclusif pour les personnes qu'on accompagne, et elle est en train de faire une VAE de moniteur éducateur. Donc vous voyez, et elle a 56 ans, et elle continue, parce que la retraite étant à 64, elle a encore quelques belles années devant elle à faire un autre métier. Donc vous voyez, 35 ans d'ancienneté, 35 ans chez le même employeur, mais plein de postes différents et plein d'expériences professionnelles enrichissantes différentes pour rester toujours dynamique et dans le mouvement. Éducateur spécialisé. Donc, moi, vous voyez, je suis éducatrice spécialisée de formation initiale et j'ai été diplômée en 89. Donc, autant dire vraiment au siècle dernier, ça c'est sûr. Et je suis cadre depuis 2011, moi. Les qualités d'un éducateur spécialisé, je dirais, il y a quand même les mêmes, on est dans le métier du social, on va s'occuper des mêmes personnes, vous voyez, on va pas avoir la même fonction, mais on va s'occuper des mêmes personnes. Donc, on va devoir développer les mêmes qualités de patience, d'empathie, d'écoute, d'adaptabilité. Je dirais qu'en plus, l'éducateur spécialisé, il va souvent être à l'origine de projets et de création de relations et de liens pour répondre aux besoins des personnes et aux attentes des personnes qui l'accompagnent. Donc, il y a beaucoup de créativité. Hein, il va falloir être inventif, il va falloir rebondir, il va falloir être dynamique. Il va falloir aussi un esprit d'analyse, parce que la personne va arriver et va donner un souci qu'elle a, que ce soit un souci de vie, de relation ou autre. Et l'éducateur spécialisé va devoir très vite faire une analyse de la situation pour trouver la bonne ressource sur le territoire pour pouvoir répondre aux besoins de la personne. Bien sûr, des capacités relationnelles, moi je les appelle des brodeurs sociaux. Vous voyez, vous faites autour du projet ou du souci d'une personne, vous allez essayer de broder des solutions. Vous n'allez pas donner les solutions, vous allez broder des liens et tisser du lien pour pouvoir répondre aux besoins de la personne. Et puis bien sûr, il faut de l'engagement et de la bienveillance. Ça, c'est vraiment important d'avoir on dit que c'est du métier qui ont du sens, mais c'est vraiment des boulots d'engagement. Les contraintes, c'est les mêmes, hein, les émotions et la charge mentale, bien sûr, vous vous rendez compte, vous rentrez chez vous et vous n'avez rencontré que des personnes qui ont des difficultés. Ce que je vous disais, s'ils vont bien, ils n'ont pas besoin d'éducateurs spécialisés. C'est des situations complexes,
hein, vraiment. Complexe en termes parfois de violence aussi, hein, et de difficultés des personnes qu'on rencontre qui sont vraiment très, très, très vulnérables et très en marge de la société, très exclues de la société aussi. Et tout ça, ça peut mettre aussi, je disais l'émotion, parce que je rencontre souvent des éducateurs en colère. Alors, il faut en faire quelque chose de sa colère, et c'est pour ça que c'est des métiers souvent d'engagement, même il y a du militantisme aussi quand même quand on s'engage vers éducateur spécialisé. Et puis, il faut être révolté, hein, toujours, et s'indigner pour faire avancer les politiques sociales. Donc, si vous êtes souvent indigné socialement, je vous encourage à être éducateur spécialisé. Au moins, on est dans l'action, hein, au lieu de râler dans notre coin, on va essayer de construire des solutions. Les contraintes, c'est les horaires variables aussi, bien sûr, hein, parce que si vous intervenez à domicile, par exemple, bah forcément, vous allez être sur les horaires où vous allez rencontrer les gens à domicile. Il y a de la gestion administrative aussi de plus en plus, hein, on nous demande des écrits, des rapports, des synthèses, de tenir compte, de rendre compte de notre action, hein, donc d'être capable de valider notre efficacité, voire notre efficience. On nous demande ce qu'on fait, un décompte sur ce qu'on fait. Il faut toujours s'adapter aussi, hein. On est toujours sur des terrains mouvants, variables, et ça, il faut être capable de rebondir aussi. On a parfois, donc ça, je vous le dis quand même parce qu'il faut le savoir aussi, un manque de ressources. Donc c'est pour ça qu'il faut être créatif parce qu'il faut toujours aller en chercher d'autres, hein. Si on se dit ah bah ça on peut pas faire, bah on n'a pas les moyens, bah bon, si on est négatif d'emblée, il faut pas être éducateur spécialisé, hein, parce que là il va falloir, faut rebondir quoi. Et on a parfois un manque de reconnaissance. Hein, ça c'est vrai. Donc c'est pareil, il faut aussi bien savoir la reconnaissance, il faut savoir qu'on va d'abord la trouver dans le public qu'on accompagne. Hein, et pas forcément, on s'est engagé, hein, nous au moment du Covid, vous avez la disponibilité, bon, on a tous travaillé, hein, ça c'est sûr, hein, on n'était pas en télétravail, hein, pas possibilité, on vous disait, de télétravailler, on a tous été au boulot, on a fait aussi partie des personnes qu'on a applaudi tous les soirs à 20h, puis après on nous a un peu oubliés. Donc faut pas le faire pour ça. Il faut vraiment bien savoir pourquoi on le fait. La journée type, un éducateur, il va prendre son service. Souvent, il va être un petit temps de passation, de transmission avec l'équipe. Hein. Gérer les urgences, les incidents, réorganiser la journée. C'est pour ça qu'il faut vraiment très, très vite faire face aux imprévus. Il va souvent partir en accompagnement individuel ou collectif, bien sûr, en fonction du besoin de la personne et du lieu où il travaille. Ça va être autour d'activités d'apprentissage pour développer des nouvelles compétences ou l'autonomie de la personne. Il va développer des projets et des activités, hein, des accompagnements extérieurs à domicile. Il peut y avoir des entretiens individuels. Beaucoup de transmission d'informations, je vous disais, que ce soit en équipe ou autour des partenaires. Les tâches transversales, ça va être des réunions, je vous dis de la planification, beaucoup de planification, de la coordination, bien sûr, et puis des contacts avec les partenaires et les réseaux. Donc les partenaires, ça va être les autres travailleurs sociaux, les employeurs, l'éducation nationale, enfin voilà, la justice. Enfin, une journée, elle peut être vraiment très, très différente en fonction du lieu où vous intervenez. Parler de, je ne sais plus qui, Pauline. Hein, Pauline, je vous ai mis une corde au top. Pauline, je l'ai rencontrée, elle avait d'abord fait un bac pro service à la personne dans une maison familiale et rurale. Et puis après, elle est partie vers 3 ans de formation à l'IRTS à Caen pour être éducatrice spécialisée. Et puis, elle a commencé à faire des divers contrats. Elle a travaillé dans la protection de l'enfance dans une maison d'enfants à caractère social, donc plutôt avec des enfants placés, hein, par le juge des enfants. Et elle a travaillé également dans un établissement qui s'appelle CHRS, et ça, c'est un établissement qui accueille toujours d'ailleurs des femmes victimes de violences. Hein, donc, qui avait été mis plutôt en protection, hein, pour protéger ces femmes-là. Et puis, elle est arrivée à l'EAM auprès des autistes là en 2014. Et elle occupe maintenant, elle est éducatrice spécialisée, mais une des variantes aussi qui peut être possible du métier d'éducateur spécialisé, c'est le métier de coordinateur de projet. Donc elle, au sein de l'équipe, elle est toute seule éducatrice, hein, au sein de cette équipe d'AMP, d'aides-soignants, infirmiers et tout. Et elle gère le suivi des projets personnalisés des résidents. Elle élabore, elle met en œuvre, hein, elle gère la mise en œuvre et l'évaluation des projets des personnes. Elle gère tous les plannings d'activités. Elle met en œuvre, bien sûr, les stratégies d'accompagnement qu'on a mis en place. Hein. Elle essaye de voir si les techniques qu'on a apprises, les compétences qu'on a développées, on arrive bien à les mettre en place sur le terrain. Elle anime les équipes, elle fait des réunions, et puis toute la démarche de projet, elle rencontre les familles aussi. Et puis, elle développe le partenariat et le réseau pour toujours trouver des nouvelles ressources pour répondre aux besoins des personnes.
Je vais vous donner un autre exemple. Françoise et Sylvain. Alors, par exemple, Françoise et Sylvain, Françoise, c'est moi. Donc, moi, après un bac général, j'ai commencé, donc je vous disais, mon diplôme de ES en 89. J'ai fait divers postes dans des associations différentes jusqu'à 2011. Donc, j'ai souvent travaillé, j'ai quand même beaucoup travaillé dans le champ du handicap, alors qu'au départ, je ne voulais pas du tout aller dans le champ du handicap. Puis, je suis tombée dedans, puis je suis restée. Voilà. Et en 2011, j'ai fait une formation pour devenir cadre. Et donc, je suis directrice maintenant. J'ai été pendant 12 ans avec les personnes autistes et puis maintenant le foyer de vie. Et puis l'histoire de Sylvain, c'est pour vous montrer aussi comment on peut avoir des parcours dans nos métiers très différents. Donc vous l'avez déjà vu avec Pauline et Véronique. Et Sylvain, il est arrivé en 2012 comme remplaçant. Voilà, il était plutôt éducateur sportif. Lui, il avait un bac quand même et puis éducateur sportif. Et puis il est arrivé, il voulait rester que 15 jours, il est resté 9 ans. Il a fait un contrat professionnel, enfin un contrat donc vraiment en alternance. Il est devenu AMP et puis un jour, je lui demande qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard, monsieur Sylvain, quand vous serez grand. Et il m'a dit prendre votre place. Eh bien, très bien, on l'a également accompagné et il a démissionné, il a fait une formation de cadre, il est devenu chef de service dans un établissement pour enfants. Et puis en 2023, eh bien, suite au départ du collègue qui était directeur, il a effectivement pris ma place dans le AM. Et il est maintenant mon collègue directeur adjoint. Donc ça, c'était pour vous dire que autant de lieux de travail, autant d'expériences professionnelles. On peut vraiment découvrir plein de publics. C'est pas parce qu'on a été un moment éducateur spécialisé dans la protection de l'enfance ou dans la justice qu'on peut pas venir un jour dans le champ du handicap et inversement. On peut commencer, on peut être AMP et on ne sera pas AES toute sa vie. On peut très bien faire une VAE ou une formation de moniteur éducateur, d'éducateur spécialisé, devenir cadre par la suite. C'est des métiers qui demandent, comme beaucoup de métiers du soin, qui permettent vraiment, on change d'endroit, on change de service, même chez le même employeur, et on change de métier et on peut se redynamiser. Parce que je vous disais, c'est des métiers très prenants au niveau énergie et c'est pas possible de le faire quand on est lassé et fatigué. Donc, à chaque fois, on peut rebondir et on peut se relancer. Donc voilà, je vous encourage en tout cas, ce sont de très beaux métiers. Merci. Merci. Et puis, moi, je vais terminer juste, je voulais vous présenter la plateforme Destination Métier pour que vous sachiez un petit peu comment utiliser cette plateforme. Donc, je vous ai mis le lien, c'est destination-métier.fr. Et donc, je vous invite à créer un compte. Vous pouvez créer un compte enseignant pour avoir accès à ces ressources. Vous pouvez aussi créer un compte adulte ou élève. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous allez avoir 3 onglets qui vont vous permettre d'avoir des informations sur les différents métiers qui vous intéressent. Donc, le premier onglet, je m'informe sur les métiers, vous permet d'avoir accès à toute notre actualité, les événements de l'agence, comme en ce moment, les matinées info métiers qu'on met en place, les différents événements qu'on peut organiser aussi sur les territoires. Et puis, les infos sur les métiers seront classées, vous avez vu, par filière. Donc, par exemple, pour le santé et social, si vous cliquez sur ces métiers-là, vous allez avoir accès au guide, par exemple le guide du social, pour savoir quelle formation, dans quels établissements, selon le métier qui vous intéresse. Vous allez avoir des petites vidéos, vous allez avoir pas mal de petites informations disponibles sur ces métiers, voire des petits jeux, parfois des escape games. Le deuxième onglet que vous pouvez utiliser sur votre plateforme, c'est de rencontrer un ambassadeur. Donc là, on a eu la chance d'avoir le témoignage riche de Madame Rachinel aujourd'hui qui nous a partagé son parcours et puis qui nous a présenté, qui nous a fait le focus sur 2 métiers. Mais vous pouvez aussi, aller voir sur cette plateforme, selon le métier qui vous intéresse, échanger avec des professionnels qui se sont inscrits pour justement répondre à vos questions, les différentes questions que vous vous posez. Donc, cette plateforme, c'est sur toute la Normandie. Mais j'ai envie de vous dire que peu importe, vous pouvez échanger avec des professionnels qui sont situés à n'importe quel endroit de Normandie. Vous avez vu, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez avoir accès à un profil. Et donc, la personne, là, cette dame qui est responsable de secteur, va présenter ses missions au quotidien, les qualités pour exercer le poste, etc. Et si vous voulez entrer en contact, lui poser plus de questions, vous pouvez tout à fait
la contacter et convenir d'un échange au téléphone, par mail, etc. Et l'autre possibilité qui peut être intéressante pour vous, c'est de trouver un stage. Vous avez la possibilité, vous avez des offres de stage sur cette plateforme qui sont postées, donc soit des offres de stage de découverte, hein, des stages courts, 3 à 5 jours, ou des stages de découverte pour des secondes, mais aussi des stages d'études. Vous pouvez trouver des stages pour des bacs pro, pour des étudiants, etc. Donc là, c'est le même principe, hein. Vous cherchez par secteur d'activité qui vous intéresse et puis vous allez avoir accès aux offres de stage. Donc, je vous invite à aller sur cette plateforme, hein, si vous le souhaitez. Il ne faut pas hésiter voilà. Je reviens pour savoir si on a fini la présentation. Donc maintenant, c'est le temps des questions et des réponses. Je ne sais pas si dans le chat, il y a des questions. Sinon, il ne faut pas hésiter à couper votre micro et à nous interpeller. On vous écoute. Madame Rachinel, de savoir s'il y a une expérience qui l'a marquée, est-ce qu'elle a fait des stages, une alternance, etc. Alors moi, j'ai fait des stages quand je suis rentrée à l'école d'éducateur. Effectivement, j'avais fait mon premier stage, un qui m'a énormément marqué. J'avais commencé, c'était à Cherbourg, dans un foyer d'accueil d'urgence pour enfants. C'est-à-dire que on accueillait des enfants victimes de violences et souvent, enfin, pour vous donner un peu le climat, ils arrivaient entre deux gendarmes, hein, c'est-à-dire, par exemple, suite à de la violence conjugale à domicile. Peut-être que papa était à la gendarmerie, maman à l'hôpital, ou en train en tout cas d'avoir des soins, et on accueillait les enfants. Et j'avoue que j'étais jeune à l'époque, parce que et ça m'avait énormément marqué. Et je me suis rendu compte, vraiment, là, j'ai pris dans la figure que ce métier allait venir me percuter en termes d'émotion. Voilà. Ça a vraiment été important. Mon deuxième stage, j'avais fait plutôt un service de social, mais plus on a intervenu à domicile des gens. Et là, effectivement, je me suis rendu compte aussi de l'importance de la place qu'un travailleur social doit avoir dans une famille, quoi. Voilà. Je ne veux pas prendre, il y a peut-être une question. Ouais, Et mon troisième stage, ça a été ma première rencontre avec des enfants autistes et ça a été une révélation. Il y a une question, le bac ST2S peut bien fonctionner pour les métiers du social. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien le cas? ST2S, c'est Sciences et Technologies de la Santé et du Social, hein. C'est ça. Oui, ça peut être tout à fait une porte d'entrée, oui, tout à fait, pour ensuite poursuivre vers les métiers du social comme moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur jeune enfant, etc., etc. Oui, effectivement, tout à fait, ça convient pour rentrer après dans les métiers du social. Ouais, c'est un bac, c'est pas forcément toujours exigé un bac général. C'est souvent ce qui se demande aussi, quoi. Ok, En fait, le bac, merci. c'est un niveau bac, hein. Même si, enfin, pour rentrer dans les métiers du social, c'est le niveau bac qui est requis pour certains diplômes, entendons-nous bien, pas pour tous, pour certains, mais là, on est bien sur un niveau bac. Donc, si vous avez un titre professionnel ou si vous êtes passé par d'autres voies que que le bac, aucun problème, hein, bien évidemment. C'est pour éducateur spécialisé qu'il faut le bac. Le Quand même. niveau, ouais, Ouais. enfin oui, le bac, oui. Oui, quand même. Moi, d'autres témoignages, c'est que vous voyez, ma fille est éducatrice spécialisée aussi. Donc, je pense que, vous voyez, après avoir longtemps voulu être gendarme, elle est éducatrice spécialisée. Elle a choisi plutôt le domaine de la protection de l'enfance. Elle a travaillé en maison d'enfants. Et depuis le mois d'août 2024, elle est chef de service, vous voyez. Donc, de nouveau, on voit, vous voyez, elle a fait sa formation, elle a été formée à 23 ans, elle a été diplômée, et elle en a 30 et elle est chef de service. Voilà. Donc, c'est encore un autre parcours dont je témoigne. Merci beaucoup. On a une autre question dans le chat. Y a-t-il des risques liés à ces métiers? Alors, les risques, les risques, il y a des risques, je veux dire, au niveau, comment je pourrais vous dire? Nos métiers sont très encadrés, hein, quand je parlais de la discrétion, du respect, de tout ça. Donc, ça, c'est sûr que
on a des précautions à prendre dans nos relations avec les personnes qu'on accompagne. On peut subir de la violence. Hein. Vous entendez beaucoup parler là en ce moment, si vous écoutez les journaux, de la violence envers les soignants. C'est vrai qu'on peut aussi avoir ou de la violence non intentionnelle parce que la personne juste elle est stressée, elle est malade, elle est déficiente et c'est vous qui prenez parce que vous êtes là, mais il n'y a rien contre vous. Mais aussi on peut aussi voir de la violence et des incivilités de la part des personnes qu'on accompagne et de leur entourage. Ça, c'est sûr. Et après, en termes de responsabilité, ben, c'est quand même, oui, notre responsabilité est engagée. Hein, donc notre responsabilité, mais c'est pas la vôtre, bien sûr. Si vous faites une erreur dans le cours dans l'exercice de vos fonctions, ça va être la vôtre. Mais vous engagez aussi la responsabilité de l'établissement et de l'association dans lequel vous travaillez. Hein. Et je dirais aussi peut-être une petite nuance, alors en dehors de la responsabilité, mais je pensais à ça tout à l'heure aussi. Madame Marie, vous disiez qu'il y aura toujours des institutions, ça c'est vrai, mais je pense qu'à l'avenir, et vous êtes la nouvelle génération qui va arriver, de plus en plus on va quand même travailler au domicile des gens. Hein. De plus en plus, de moins en moins, l'État va ouvrir des structures, bien sûr pour les personnes toujours les plus en situation de handicap, mais de plus en plus on va développer des services pour aller au domicile des personnes. Donc, en termes de risque, bah oui, de toute façon, tous les métiers sont risqués. Tous les métiers sont risqués. Très bien. On a une autre question. En quoi consiste le métier de maîtresse de maison? Je ne sais pas qui répond. Allez-y, Madame Rachinel, vous en avez dans vos établissements. Donc, Alors, ouais, maîtresse de maison, ça va être effectivement, nous, on est en train de proposer c'est un des métiers de notre convention. Hein, on est géré par une convention collective. Donc, c'est effectivement plus des personnes des professionnels qui vont intervenir. Vous voyez, je vous avais dit, les domaines de l'autonomie domestique, familiale, ben, c'est plus des personnes qui vont intervenir à ce niveau-là. L'entretien du lieu de vie, l'accompagnement des personnes pour faire les courses, la gestion, un petit peu de gestion des achats, accompagnement à des rendez-vous. Vous voyez, plus vraiment des gens qui vont être peut-être un peu moins sur l'animation d'activités que les AES, parce que les AES, elles sont beaucoup sur l'animation d'activités aussi et proposer des activités pour répondre aux besoins des personnes au niveau social, loisirs, occupationnel. Mais les personnes qui vont être vraiment plus en charge je sais pas, peut-être de gérer plusieurs logements avec les personnes. On est vraiment sur des objectifs de vie domestique familiale, autour du logement, hein, et de s'occuper du logement. Ok. Il y a encore 2 questions dans le chat. Donc, avez-vous fait d'autres métiers avant d'être éducatrice spécialisée? Eh ben non, non, j'ai pas fait d'autres métiers, à part pendant ma formation, parce que c'était pas rémunéré, donc à part je faisais des frites chez Quick, mais à Caen, mais voilà, non, j'ai pas fait d'autres métiers. Mais il y en a plein qui auraient pu m'intéresser. Je pense que vraiment, j'aurais aimé être assistante sociale aussi, donc toujours dans le secteur du social, un message, j'aurais vraiment bien aimé. Et mandataire judiciaire aussi, c'est vraiment un métier où allez voir aussi ce que ça représente, parce que le mot est pas très joli, mandataire judiciaire, ça envoie pas du rêve. Hein. Mais c'est vraiment très, très intéressant. C'est vraiment s'occuper de personnes, vous savez, qui sont sous tutelle et curatelle et qui ont besoin d'accompagnement dans ces domaines-là aussi. Merci beaucoup. Ce bac peut bien fonctionner pour les métiers d'éducateur de jeunes enfants, c'est ça? Je pense que c'était en référence avec le bac ST2S. oui, tout à fait. On va remercier le public avec les questions posées, et puis on va surtout vous remercier, Madame Marie, Madame Griset et puis Madame Rachinel pour vos témoignages et vos interventions. Ah, j'ai encore quelqu'un qui lève la main. Bonjour. Nous aimerions, alors nous sommes sur un dispositif de reconversion professionnelle, #Avenir, et on aimerait savoir si vous pouvez nous parler rapidement des salaires. Alors, les salaires. Bon.
Alors, faites pas ce métier-là pour ni la richesse ni la gloire. Moi, je dis toujours ça, d'accord? Ça n'existe pas, faut pas faire ce métier-là. Les salaires, alors, ils sont, de toute façon, les plus bas sont quand même au niveau du SMIC. Voilà, hein, on ne peut pas être en dessous du SMIC. Et après, ça va dépendre de votre convention collective. D'accord? Donc, on est sur le plan social, là, tous les syndicats sont en train d'essayer de refondre, qu'on ait tous la même convention qui est plus 66, 51, enfin bref, voilà. Mais les salaires, c'est des coefficients qui sont. Donc, on ne les choisit pas. Enfin, je veux dire, moi, en tant que cadre, je ne peux pas choisir. Quand j'embauche quelqu'un, je prends la convention, je regarde l'ancienneté des gens sur leur poste, je vois au mieux si je peux reprendre un peu parce qu'ils ont un peu d'expérience. Vous voyez, s'ils ont eu de l'expérience dans la même convention, je reprends leur ancienneté. S'ils n'en ont pas eu, mais qu'ils ont d'autres expériences de vie, on peut reprendre à 2/3, par exemple. Et après, les salaires, ils augmentent avec l'ancienneté. Pour l'instant, c'est le seul critère dans nos métiers, en tout cas dans la convention 66. Il est augmenté au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, vous voyez. Et on est, heureusement, dans le métier du social, on est à ce jour, les salariés bénéficient de la prime Ségur, vous savez, qui a fait énormément de bruit, puisqu'au départ, elle avait simplement, après le Covid, été destinée au personnel de soins. Et on a enfin réussi à l'obtenir tous dans le médico-social et pour tous les métiers. Voilà, quel que soit le poste qu'on a. Ça, c'est assez nouveau et avec de longues luttes. Donc, effectivement, non, c'est vrai que c'est vraiment par l'ancienneté. C'est la seule manière actuellement d'augmenter son salaire. Voilà. Et après, ben, forcément, les dimanches sont mieux payés, les jours fériés sont mieux payés. Enfin, vous voyez, c'est ça. Mais c'est pas des métiers où on devient riche. Voilà. Même en tant que cadre, hein, je vous assure, hein, faut pas à l'heure, si on ramène le salaire au temps passé. Mais après, ce sont quand même à 35 heures, ce sont des salaires décents quand même. Hein. Et puis ça Vous êtes dépend payé, en peut-être tout aussi cas. justement du niveau aussi, enfin, du diplôme et du Oui, niveau d'études oui. entre les métiers qui nécessitent un bac ou post-bac, etc. Les salaires Voilà. vont être. Les coefficients sont différents en fonction. Chaque métier, en fait, a une grille de coefficients. Voilà. Et vous pouvez savoir d'emblée à quel moment vous allez être augmenté ou pas. Ouais. N'hésitez pas à aller consulter le site Diplômés de la vie, puisque pour chaque métier, vous avez le salaire d'embauche. Alors, c'est-à-dire, quand je dis le salaire d'embauche, hein, c'est le salaire qui est indiqué dans la convention avec le diplôme et 0 ancienneté. Donc, c'est vraiment le salaire d'entrée. De base. Donc, n'hésitez pas à aller voir, jeter un petit coup d'œil, ça va vous donner en tout cas une indication. Mais c'est sûr que c'est pas le cadre qui décide puisque on est nous-mêmes salariés, hein, donc, et on gère de l'argent public, hein, donc on peut pas décider de donner plus à un salarié. Après, les avantages hommes-femmes, on est payé pareil, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que non, il y a peu de système de valorisation. C'est aussi ce que les syndicats essayent d'obtenir dans les combats pour essayer de faire une convention unique, et peut-être aussi que revoir le système de salaire et de coefficient de ces métiers-là. Qu'on soit auxiliaire de vie scolaire, vous voyez bien, c'est des métiers qui, aides-soignants et autres, c'est des métiers qui ont vraiment besoin d'être valorisés financièrement. Ça, c'est clair. AES, j'entends la personne qui témoigne, qui est en reconversion professionnelle. Moi, je sais que dans les dernières AES que j'ai embauchées, beaucoup de personnes, justement, qui ont eu d'autres métiers avant que de venir dans le social. Et souvent, c'est sur un choix aussi plus de sens. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'argent, mais actuellement, enfin, moi, je sais que sur Avranches, on a très peu de chômage. Hein. On a un taux de chômage très bas. On a des entreprises qui embauchent sans arrêt. Donc, si vous voulez bien gagner votre vie avec des heures sup et tout ça, payer, l'usine va payer beaucoup. Les personnes souvent qu'on a en reconversion, elles viennent chercher du sens. Elles ont envie de se lever le matin en sachant pourquoi elles se lèvent, pour qui elles travaillent. Alors peut-être moins pour un employeur qui fait de l'argent, des dividendes et autres, et qui est bien classé sur le marché commercial, mais elles viennent, vraiment c'est ce qu'elles disent. Là dernièrement, j'ai fait l'entretien avec une personne qui était à l'usine avant, elle m'a dit, ça fait 20 ans que j'attendais d'avoir un métier avec ces valeurs-là. Ça fait 20 ans que j'attendais
d'avoir du plaisir à me lever le matin. Et ça, je veux dire, alors je dirais pas, enfin si, ça n'a pas de prix, vous voyez, enfin c'est parce que j'entends bien qu'il faut payer sa facture aussi avec son salaire, mais ça, je pense que dans sa qualité de vie professionnelle, les métiers qui ont du sens, c'est hyper important. Et dans les équipes, quand on accueille aussi une personne comme ça qui a 40-45 ans avec une reconversion et qui a plein de vie professionnelle avant de venir vers nous, elle apporte aussi toutes ses richesses, toutes ses expériences et toute sa richesse de ses anciens métiers. Et ça fait un beau mélange, voilà, vraiment un beau mélange. Je remercie tout le monde, hein. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions, mesdames, Merci et beaucoup. pour Merci. vos réponses. Et puis ce webinaire sera disponible en replay pour les personnes intéressées. Merci à tous. Bonne journée. Une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.